D'accord. Parfait. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue à notre webinaire Non, bienvenue à notre webinaire dans le cadre du cours de vérité et communication et vérité à l'ère numérique. Aujourd'hui, nous allons présenter notre webinaire sur la femme de Torenza et nous allons analyser son histoire que nous avons d'abord identifiée comme un cas de mésinformation. Ça a été très popularisé en ligne et notre objectif aujourd'hui est de décortiquer le récit qui en est sorti, d'expliquer pourquoi il a autant circulé et comment développer une approche critique face à ce genre de contenu. Alors, pour arriver à décortiquer ce récit, on a choisi d'articuler notre présentation sur quatre parties principales. On va commencer par contextualiser l'histoire en grand 1 avec qui est la femme de Torenza, en montrant de façon détaillée qui elle est dans son origine. Et puis, nous allons continuer avec le grand 2. Donc, pourquoi la rumeur s'est-elle propagée? Ici, on va essayer de comprendre les mécanismes psychologiques et techniques qui ont favorisé sa circulation sur les médias sociaux. Puis, nous allons continuer en grand 3 avec pourquoi ce discours n'est pas le premier et ne sera probablement pas le dernier. Donc, pourquoi cette histoire risque de faire surface encore et encore. Puis, nous terminons avec les pistes de solutions pour éviter de tomber dans cet engrenage-là de contenu trompeur. Donc, pour la suite, euh, qui est la femme de Torenza? On se plonge directement dans le grand 1. Et pour pouvoir vous baigner un peu, vous mettre dans le bain, on a choisi de vous poser deux questions. N'hésitez pas à répondre avec le pouce pour oui en haut et le pouce pour non en bas. Donc, premièrement, est-ce que vous avez déjà vu cette femme? Cette image, est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Est-ce que ce visage vous est familier? N'hésitez pas, guys, à répondre. Non, ok. Alors, on a une question juste. Ok, non, deux réponses ici. On va continuer. Ok. Obligé, oui. Premièrement, Non. ok. Monsieur Jérémy connaît la femme. Du coup, ça veut dire que pour ceux qui connaissent pas cette femme, vous connaissez sûrement pas son histoire. Donc, on va décortiquer ensemble qui est la femme de Torenza. Et je passe la parole à mon collègue pour pouvoir vous expliquer plus. D'accord, merci. Nancy. Alors, je vais un peu parler de qui est la femme de Torenza. Alors, la femme de Torenza, c'est une histoire qui circule sur TikTok, Instagram, YouTube et les autres réseaux que nous avons. C'est une histoire qui cumule à peu près 60 millions de vues à nos jours. Généralement, lorsqu'on pense qu'une histoire a beaucoup de vues, c'est potentiellement une histoire vraie, alors que celle-ci, elle n'a rien de vraiment véritable. Alors, cette femme serait, selon les histoires sur les différents réseaux, une citoyenne d'un pays qui n'existe pas sur Terre. Alors, ce pays s'appelle Torenza, d'où on l'appelle la femme de Torenza. Elle serait arrivée à l'aéroport JFK à New York en provenance de Tokyo avec un passeport d'un pays qui était pratiquement inconnu. Et on raconte même que son ADN, au fait, serait différent de celui des humains normaux. Et maintenant, le problème avec cette histoire, c'est qu'il n'existe aucune source fiable qui nous prouve qu'elle serait vraie. Et on retrouve tous les ingrédients d'une théorie de complot, c'est-à-dire tout ce qui a trait au mystère, au secret, aux éléments paranormaux, et surtout les absences totales des preuves. Et c'est un mélange de tout ça qui crée une rumeur assez virale et tout cet engouement. Alors, je passerai juste la parole à mon collègue pour la suite. Alors, pour pouvoir vous en dire plus sur le sujet, on a prévu pour vous une courte vidéo explicative qui va également montrer des points de vérité. Donc, je vais laisser la vidéo jouer pour vous. Est-ce que vous parvenez à entendre le son de la vidéo en salle, en ligne? Est-ce que le son, vous On entendez bien? on n'a pas on n'a pas le son de la vidéo, puis ça crée des interférences, on dirait, avec ta voix. Donc, mais peut-être tu peux repartager l'écran en Hmm. activant la fonction audio. Hey, c'est encore une fois.
autorités américaines ont-elles vraiment arrêté cette femme venue d'un pays inconnu et qui aurait un ADN extraterrestre? L'affirmation est folle, mais elle est partagée par de très nombreuses vidéos sur TikTok. En quelques jours, cette histoire a fait plus de 60 millions de vues. Sauf que tout est complètement faux. Alors d'où vient cette rumeur? On vous explique. Toutes ces vidéos montrent une même femme qui a l'air un peu perdue. Elle serait arrivée à l'aéroport JFK à New York en provenance de Tokyo et serait citoyenne d'un mystérieux pays nommé Torenza. Un test aurait révélé que son profil génétique ne correspondait à aucun ADN connu sur Terre. Cette citoyenne énigmatique aurait ensuite disparu sans laisser de traces. En réalité, ces vidéos ont été créées de toutes pièces. Et vous allez le voir, les images d'illustration utilisées sont anciennes et n'ont rien à voir avec le sujet. Cette séquence, par exemple, est issue d'un épisode de Airline, une émission de la télévision américaine diffusée dans les années 2000. En effectuant une recherche par image inversée, nous retrouvons cette autre vidéo sur TikTok datée de 2024. Elle montre un gag avec une personne déguisée en nonne qui traverse un portique de sécurité. Quant à ces images de contrôle à l'aéroport, elles proviennent d'un reportage diffusé sur la chaîne de télévision hispanophone Telemundo en août 2025. Tout est faux, alors pourquoi cette histoire fonctionne? Eh bien, c'est parce qu'elle s'appuie sur une vieille légende urbaine. En 1954, un homme, muni d'un passeport du pays inexistant de Taured, se serait présenté à un aéroport japonais. Il aurait déclaré venir d'une autre dimension avant de mystérieusement disparaître. Une fausse histoire donc, basée sur la véritable arrestation d'un homme. Il avait utilisé le passeport d'un pays qu'il avait inventé. Il a été poursuivi et condamné par les autorités japonaises il y a plus de 60 ans. Alors, comme on a pu voir la vidéo, on a vu que la vidéo expliquait en profondeur c'est quoi le mythe derrière la femme de Torenza et donnait également quelques points de vérité qui prouvaient que cette vidéo-là, qui est devenue virale, qui a accumulé des millions de vues en quelques jours, est justement montée de toutes pièces. Premièrement, on a vu que la vidéo ne provient pas réellement de l'aéroport John Kennedy à New York. Elle provient justement d'une ancienne émission de télé-réalité qui s'appelait Airline et qui était diffusée sur la chaîne de télé ENW. Donc, en fait, cette émission-là suivait plutôt le quotidien d'une compagnie aérienne. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec une certaine femme mystérieuse qui serait arrivée de Tokyo et restée en Amérique. Ensuite, on a également vu que les images montrent des panneaux aéroportuaires, en fait, où il y a des fautes d'orthographe. Donc, on voit sur certaines vidéos qui circulent sur les réseaux qu'il y a écrit Kennedy au lieu de Kennedy, qui sont également des preuves que cette vidéo est montée de toutes pièces par des informations en ligne. Et nous avons également vu que les récits donc, le récit reprend exactement la structure d'une ancienne légende urbaine qui est celle de l'homme de Touré, donc qui sera expliqué en détail dans les prochaines slides, et aussi quelque chose d'autre qui prouve que cette vidéo est complètement fausse, c'est qu'il n'y a aucune autorité aéroportuaire, aucune police des frontières qui n'a signalé un cas semblable. Donc, tout ceci montre que la vidéo est montée et est synthétisée également par d'autres outils d'IA générative. Du coup, je passerai la parole à mon collègue pour la suite. Alors, merci beaucoup, Nancy. Ce cas spécifique que nous sommes en train d'étudier, nous l'avons identifié avec notre équipe comme étant un cas de mésinformation. Et on s'est rendu compte qu'il suivait une certaine mécanique, celle de théorie du complot. Tout d'abord, on a un fait réel. Le fait réel dans ce cas-ci, c'est l'arrestation de John Zegrus, l'homme mentionné dans la vidéo qui était arrivé au Japon avec un passeport d'un pays qu'il a inventé et il s'était fait arrêter. D'ailleurs, cette même histoire a créé un complot urbain, mais on y reviendra plus tard. Ensuite, on a un récit amplifié et pour finir, on a une attribution à une force cachée. Dans notre cas ici, le récit a été amplifié par le fait que la femme aurait mystérieusement disparu, comme si elle serait partie de garde à vue sans que personne ne la remarque. Séraphin? Oui, merci pour la parole. Oui, je disais aussi pour compléter les caractéristiques du complot déliré, on va dire que notre récit ajoute aussi des éléments de sensationnalisme pour créer les mystères. Donc, sa disparition alors qu'elle était enfermée en prison, si vous avez bien vu la vidéo, ou encore l'ADN qui ne correspondait pas aux êtres humains, plutôt à une autre civilisation, l'existence d'un autre monde, d'un autre pays, d'où elle serait originaire, comme prétend la vidéo.
Donc, c'est tout cela qui donne une structure qui rend les rumeurs fascinantes et crédibles pour une partie de la population, une partie du public. Je vais, je vais laisser la parole à Peggy qui va parler de la suite. Ok, merci, Séraphin. Donc, à ce stade de notre réunion, on pourrait se poser une question toute simple, c'est pourquoi la rumeur s'est-elle propagée? Et cette rumeur, en fait, s'est propagée, ou cette histoire s'est propagée, enfin, la propagation de l'histoire s'explique, au fait, par deux facteurs. D'un côté, nous avons le fonctionnement des plateformes d'aujourd'hui et de l'autre, les biais cognitifs qui influencent notre façon de percevoir l'information. D'abord, il y a l'affordance de l'accessibilité. Les plateformes rendent tout extrêmement facile à consulter et à partager de nos jours. Elle va de pair avec l'affordance de l'engagement. Le problème est simple, tout à fait simple. Les algorithmes plutôt ne valorisent pas la vérité, mais elles valorisent plus ce qui génère de leur activité. Peu importe que ça soit vrai, que ça soit faux, tant que ça fait cliquer, tant que les gens aiment, tant qu'on commente et partage, c'est ça qui est le plus vu, le plus en lumière. Et c'est pour ça que les contenus liés aux théories du complot sont souvent les plus visibles que ceux qui les refutent et ils provoquent plus d'émotions, plus de réactivité. Les contenus informatifs, eux, sont plus étouffés ou ignorés. Alors, je passerai juste la parole à mon collègue pour la suite. Oui, comme Peggy vient de l'expliquer, on a d'abord le côté de l'affordance. Il vient de nous faire part de comment les affordances des plateformes venaient amplifier ce récit. Mais de l'autre côté, il y a aussi les biais cognitifs qui viennent renforcer ce mécanisme. On a tout d'abord le biais de confirmation bon, ce biais s'explique par le fait qu'on croit déjà une histoire, que lorsqu'on croit déjà une histoire, on cherche instinctivement les éléments qui vont dans le sens de ce à quoi on croit, pas ce qui viendra chambouler notre vision du monde. Et on va avoir tendance à ignorer le reste. Maintenant, ce biais, en plus de celui de réitération, qui fait que l'information va se répéter à nous de façon continue, à partir d'un certain moment, on va plus considérer les informations qui viennent appuyer la théorie que celles qui viennent la réfuter. Et le fait est que ces dynamiques vont venir s'alimenter entre elles. Les créateurs vont publier davantage de vidéos sur ce genre de sujet. Donc, on aura des vidéos venant de plusieurs sources différentes qui nous parlent du même sujet et qui ont la même narrative. Les créateurs vont vouloir poster ce genre de vidéos pour profiter de la viralité. L'algorithme, dans cette situation, sachant que il va valoriser ce qui va générer les réactions, aura tendance à plus pousser les vidéos qui feront plus parler d'elles, comme des vidéos qui, qui, qui valorisent la théorie du complot en elle-même. Et le public va commencer à réagir, que ce soit peut-être parce qu'il n'y croit pas, que ce soit peut-être parce qu'ils y croient. Ces réactions vont quand même causer le fait que l'algorithme va continuer à pousser les vidéos. Maintenant, cela crée un cycle, une boucle et une relation entre les affordances et les biais cognitifs. Cette boucle va garantir la réapparition constante et la propagation virale de ce type de rumeurs. C'est à la fin. Séraphin, tu es muté. Désolé. Oui, moi, j'essaie de vous parler du rôle de l'IA dans notre affaire ici. Si vous remarquez bien, l'intelligence artificielle joue aussi un rôle majeur dans cette propagande parce que de nos jours, l'intelligence artificielle, elle permet de créer des images, de voix et parfois même des montages qu'on n'arrive même pas à différencier entre les vrais et les faux. Donc, c'est là produire rapidement des nouvelles versions des mythes comme ce qu'on vient de voir. Donc, on a un résultat qui donne l'impression que de plus en plus, les anciennes mythes, il y a encore des preuves qui sont en train de ressortir, alors qu'en réalité, ce sont juste des vidéos que l'IA ou l'intelligence artificielle, il y a eu des individus qui ont eu à travailler dessus. Donc, on remarque qu'il y a aussi une certaine longévité de vidéos, dans le sens où il y a des vidéos qui perduraient dans l'ancien temps, qui pouvaient tenir 1 à 2 semaines, mais grâce à l'intelligence artificielle, des vidéos qui perdurent maintenant avec le temps, donc qui restent plus, euh, qui restent plus dans le temps, donc qui restent un peu dans le temps. Et Et même si dans notre cas, l'histoire ne semble pas une offensive, donc on va dire que ce genre de rumeurs peut devenir une diffamation ou une nuire à une vraie personne. Si vous voyez bien la vidéo, vous allez voir la dame qui est sur la vidéo, même si elle n'a pas trait à l'histoire, mais
c'est une vidéo qui a été ressourcée quelque part où est-ce qu'on a eu à mettre son image. Et des fois, ça aussi, cela peut créer genre une diffamation. Mais dans notre cas ici, à nous, de la vidéo, on va dire que c'est une mésinformation. Bon, donc l'intention n'est pas probablement de nuire, mais simplement de générer l'engagement et du profit grâce à l'algorithme. Donc, il n'y a pas vraiment de victimes directes dans cette histoire. Donc, les seules personnes qu'on peut dire qui sont victimes, ce sont les personnes qui en pâtissent vraiment et qui croient vraiment totalement à ce genre d'histoire. Et pour notre troisième point, on va parler le pourquoi. On va se poser la question pourquoi est-ce que ce discours n'est pas le premier et ne serait pas le dernier. Alors, question très intéressante. Pourquoi cette histoire réapparaîtra probablement? Pour répondre à cette question, nous avons choisi 3 points sur lesquels on va se centrer pour montrer justement que cette histoire n'est pas la dernière, n'est pas la première et ne sera et continuera justement à faire réapparition encore et encore. Premièrement, c'est que cette histoire relève de la mésinformation. Donc, comme on le sait, on a vu la différence entre mésinformation et désinformation. C'est une histoire qui n'a pas de but pour tort, en fait. Donc, elle n'a pas été créée pour faire du tort à quelqu'un. Et son ambiguïté a déclenché comme une certaine boule de neige. Du coup, les personnes qui la diffusent ne cherchent pas forcément ne cherche pas forcément à toucher quelqu'un de façon mal intentionnelle, de façon mauvaise, mais plutôt à profiter également de l'algorithme. Donc, ce qui nous mène également à la deuxième raison pour laquelle cette histoire réapparaîtra sûrement, c'est la boucle algorithmique. Nous avons vu et nous savons que les réseaux sociaux aiment des titres chocs. Les réseaux sociaux aiment des histoires qui font parler. Donc, les réseaux sociaux encouragent également l'engagement. Plus une vidéo est regardée, plus une vidéo est vue, plus une vidéo est partagée, plus elle reçoit de la lumière. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui risquent voir, qui risquent partager à leurs proches également. Une autre chose, en fait, qui nous montre que cette vidéo réapparaîtra sûrement, c'est que c'est une vidéo qui repose sur un autre cas déjà existant. Comme on a pu le voir plus haut, on a vu qu'il y a eu dans le passé, dans les années 1900, un homme justement qui était nommé l'homme de Taured, qui lui aussi avait un passeport d'un pays qui n'existait pas, qui lui aussi revenait du Japon, qui lui aussi a mystérieusement disparu. Donc, ce sont des histoires qui ont déjà une existence bien réelle et qui, avec le temps, finissent par revenir encore et encore, mais de façon réamplifiée. Donc, pour la suite, je vais justement passer à la quatrième et dernière partie de notre webinaire. On arrive déjà presque à la fin. On va parler ici des pistes de solutions que nous avons élaborées pour éviter de tomber dans ce genre de contenu trompeur. Mais avant de parler des pistes de solutions, il était inconcevable pour nous d'en parler sans pour autant montrer qui sont les victimes. Oui, ce genre d'histoire a des victimes et les victimes, d'après nous, sont des personnes qui y croient, sont des personnes qui acceptent l'information dans leur quotidien, dans leur vie et qui relaient l'information à leurs proches, à leur entourage pour eux aussi éviter que ces personnes tombent dans l'engrenage des contenus trompeurs. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en partageant la vidéo, on devient également nous-mêmes acteurs de mésinformation, acteurs de malinformation. Donc, je vais passer la parole à mon collègue pour pouvoir vous donner les pistes de solutions et les recommandations que nous avons retenues pour ce webinaire. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour limiter ce genre de rumeurs, on peut proposer plusieurs pistes, plusieurs solutions. Premièrement, c'est adopter un scepticisme raisonnable. Ça veut dire que dès qu'un contenu semble trop mystérieux pour être vrai, on devrait prendre un pas de recul et réfléchir avant de le valider, avant de dire qu'il est vrai. Deuxièmement, c'est contextualiser. D'où vient l'information? Qui la diffuse et pourquoi apparaît-elle maintenant? Ce sont ce genre de questions qu'il devrait se poser lorsqu'on se trouve face à ce genre de contenu. Et troisièmement, vérifier les sources et comparer les différentes versions. Très important, parce que souvent, la première version d'un récit relève déjà des incohérences. Et la quatrième, vérifier si le contenu vient de l'IA. Parce que, comme nous le savons tous ici avec ce cours, aujourd'hui, une image, une voix, une vidéo peut être entièrement éditée ou générée par l'IA. Oui, pour enchérir, moi, je vais vous donner aussi deux types de recommandations. Pour le public comme moi, mes collègues dans l'auditoire, ou bien pour les créateurs de contenu comme mon ami Roland. Donc, pour le public comme nous, il faut donc éviter
avec des partages impulsifs d'où on ne sait pas l'origine des contenus avant de les relier à une histoire. Et pour les créateurs de contenu, donc être toujours transparent, indiquer quand le contenu effectif est généré par l'intelligence artificielle. Donc, tout cela donc, peut rendre, et avec tous ces réflexes, ça peut réduire à la viralité des rumeurs et encourager aussi un environnement numérique plus sain. Le micro, Irène, abat ton micro. Désolé. Donc, c'était tout. Merci à mes merveilleux collègues d'avoir fait cette merveilleuse présentation. En conclusion, le mythe de la femme de Torenza nous rappelle souvent que une simple image trompeuse peut devenir extrêmement virale si cela exploite nos émotions et notre manque de vérification. Le mythe de la femme de Torenza fonctionne parce qu'il combine trois éléments. Un récit mystérieux, des mécanismes qui vont exploiter les algorithmes et favoriser l'engagement. Et pour finir, l'exploitation des biais cognitifs qui renforcent notre crédulité. Maintenant, le fait de comprendre tous ces éléments, une seconde, le fait de comprendre tous ces éléments s'articule par le fait que on pourra mieux se protéger nous-mêmes et mieux protéger autrui. Ce qui rend encore le fait de comprendre et d'adopter une bonne posture face à ce genre de contenu. Alors, c'est à nous d'adopter des réflexes critiques pour freiner la mésinformation et préserver un espace numérique plus fiable pour nous, nos proches et nos amis, même les inconnus. Cela va finir notre présentation, mais avant de terminer la présentation, je vais passer la parole à Séraphin pour qu'il vous pose une question à laquelle vous pourrez simplement répondre dans le chat. Merci. Oui, oui, ma question est celle-ci. Si vous pouvez répondre dans la salle ou bien dans notre espace commentaire, si vous avez déjà entendu parler avez-vous déjà entendu parler des histoires similaires? Si oui, vous pouvez un peu parler avec nous dans l'espace commentaire ou vous partager avec nous. Merci. Et c'est tout. Ça Merci sera beaucoup. Merci beaucoup. Oh. On a des gens en ligne et des gens dans la salle. Si jamais vous avez des questions. On nous a posé une question, donc on peut peut-être y répondre. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, sinon on va prendre les questions. Jamais entendu parler d'une histoire similaire. Je pense que c'était la question qu'il nous posait. Si vous voulez dire quelque chose, il y a comme un micro à quelque part là, qui traîne, donc on pourrait le prendre. Voilà. Très belle présentation. euh, OK, on va se déplacer un petit peu la caméra vers le fond. Ben, merci, belle présentation. Moi, j'ai une question. Euh, je ne suis pas sûr que j'ai tout à fait compris la femme de Torenza exactement. Où se situe peut-être l'enjeu problématique de tout ça? Euh, Est-ce que ça cause peut-être des effets néfastes, cette nouvelle-là? Si on essaie de voir un peu la définition au niveau de la désinformation, malinformation, et on a une intention de nuire à des gens là, selon cette définition-là. Est-ce que vous croyez que ce phénomène-là tente de nuire à quelqu'un ou à quelque chose ou voilà, je vous posais la question. Euh, J'aimerais commencer par répondre. Si mes camarades veulent renchérir, après, je serais ravi qu'ils le fassent. Tout d'abord, comme on en a parlé un peu plus tôt, comme Nancy l'a fait, les véritables victimes de ce genre d'histoire sont les personnes qui y croient. Outre cela, il n'y a pas vraiment de victimes au sens propre de la chose. On peut dire que tout le public est une victime parce qu'ils sont exploités pour créer du profit et générer du contenu. Et ça crée une espèce de boucle rétroactive. Mais outre cela, à part les personnes qui y croient, il n'y a pas vraiment de victimes. Et nous avions souhaité parler de ce cas-ci parce que c'est une histoire qui a énormément fait le buzz. Et le problème est que les histoires de mésinformation ne sont pas aussi sanctionnées que les histoires euh, de désinformation ou encore de malinformation. Il existe des lois qui peuvent amener quelqu'un en justice s'il produit du contenu
désinformatif, mais il n'y en a pas vraiment qui produisent du contenu mésinformatif. Ce qui fait qu'il n'y a pas de punition à proprement parler. Donc, en plus du fait qu'il y a l'appât du gain, cela encourage les gens à poster ce genre de contenu et il est important pour tout le monde d'avoir une posture critique par rapport à ce genre de choses. Et même si vous vous dites, oh, moi, je ne vais certainement pas y croire, peut-être pas vous, ou bien peut-être pas maintenant, mais et vos proches, et vos amis, Mhm. et vos collègues. C'est ça la question. Pour en dire plus sur ce que mon collègue Irenaba a dit, il n'y a pas vraiment de victimes ici, à part justement les personnes qui y croient, les personnes qui acceptent l'information dans leur quotidien parce qu'elles aussi finissent par devenir auteurs et autrices de mésinformations parce que c'est une histoire qui sort de nulle part. C'est une télé-réalité qui a été publiée dans les années 1900, dans les années 2000, pardon, sur une chaîne de télé américaine. Donc, c'est une histoire qui est montée de toutes pièces, pas dans le but de nuire à quelqu'un spécifiquement, mais juste de tromper, en fait, ou alors de manipuler la perception des choses des gens, en fait, qui consomment l'information. Donc, il n'y a pas de victimes, mis à part les gens qui y croient, acceptent l'information dans leur vie. Bonne réponse. Avant que le feed se ferme devant nous, on a une question dans la salle qu'on va prendre. Oui, merci beaucoup. Très belle présentation. Enfin, c'est une belle découverte. Moi, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Mais j'ai juste une petite question par rapport à la femme. L'image de la femme en question, est-ce qu'elle existe réellement? Est-ce que vous avez essayé de faire des recherches pour savoir exactement qui c'est? C'est vrai que vous avez dit que la vidéo, c'est une fausse vidéo, quelque chose comme ça, mais est-ce que vous avez quand même essayé de pousser les recherches pour voir ce qu'il en est de cette femme-là? Je suis assez curieuse par rapport à ça. Je vais, parce qu'on n'a vraiment pas assez de temps. Il nous reste peut-être 30 secondes. Désolé. La femme, elle existe vraiment parce